On va commencer avec La petite boutique au poison, écrit par Sarah Penner, et paru aux éditions donc Faubourg-Marigny. Oui, alors j'ai été attirée aussi par la couverture pour celui-là. Enfin, Quand tu dis aussi, c'est parce que tu crois que c'est celle-là. oui, voilà. Ok. Désolée, j'ai déjà... mais enfin, je pense, mais je ne sais pas parce que tu ne me l'as pas dit. Donc, Bah non. mais moi, j'ai été attirée par la couverture. J'ai été attirée aussi par tous les commentaires positifs que j'ai lus sur les réseaux sociaux. Et ça faisait genre 1 an qu'il était dans ma palle. Je me suis dit, il est temps de se lancer, je le lis. Et effectivement, je ne suis pas déçue du tout. Donc, c'est un roman historique, comme je l'ai dit, à double temporalité. Donc, d'un côté, on va suivre la vie de 3 femmes, 2 qui sont dans la même époque, enfin, qui se passent à la même époque, donc c'est-à-dire fin du XVIIIe siècle, aux Pays-Bas, non, pas aux Pays-Bas, pardon, à Londres. C'est pour le deuxième, les Pays-Bas, là je suis déjà en train de m'en mêler. Donc non, ici à Londres, donc Nella et Elisa. Donc Nella est apothicairesse. Il a été traduit comme ça dans le roman. Et donc elle est apothicairesse. Elle était autrefois une guérisseuse réputée, mais elle a décidé de changer ses dons, sa connaissance des plantes, pour en faire des poisons, pour concocter des poisons déguisés. Et donc, sur sa route, elle va croiser la route d'Elisa, une jeune fille de 12 ans, donc qui va lui demander un poison. Et Elisa va être fascinée un peu par ce monde-là, et elle va vouloir un peu que Nella lui apprenne à concocter ces fameux poisons. Donc, Nella est réticente. Nella est réticente, puisque bon, elle lui dit, voilà, c'est une vie solitaire finalement qu'elle vit. C'est une vie, bon, à traiter sans trop donner de détails. Dans la concoction des poisons, ça, on travaille avec les insectes, on travaille avec certaines plantes, il faut les faire mûrir, ou il faut les faire griller, enfin, soit il y a en fonction de ce qu'elle utilise pour les concocter. Et donc, c'est déguisé, comme je disais. Donc, par exemple, simplement, avec une fine aiguille, faire entrer un poison dans un œuf à cuire, et on ne voit rien. Et donc, il y a des morts. Et alors, donc je disais une double temporalité. Donc ça, c'est pour la première partie. Double temporalité, on se retrouve avec Caroline de nos jours. Caroline qui est américaine, qui se retrouve à Londres, mais qui aurait dû être à Londres avec son mari, puisque c'est un voyage de noces, enfin, pour célébrer certaines années de mariage qu'ils avaient prévues, et elle se retrouvera toute seule. Non, je ne dirai pas plus, comme ça je laisse quelques surprises aussi aux futurs lecteurs. Et donc, elle va s'adonner à une activité, enfin, elle va rencontrer un guide un peu atypique qui va lui proposer de faire du mudlarking. Donc, mudlarking. Un Alors, serial killer. voilà, Ouais. alors mud, donc la boue, larking, la recherche. Donc, en fait, ce sont des gens qui vont sur les bords de la Tamise, sur les rives de la Tamise, pour aller fouiller dans la boue et pour aller espérer trouver des objets anciens qui valent de l'argent. Et alors j'ai fait une petite recherche sur internet pour voir si ça existait toujours, et je trouve des articles assez récents sur le sujet. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse, où j'ai trouvé, l'article intitulé comme quoi une personne avait trouvé un objet qui datait de l'époque Tudor. Donc ça peut être intéressant parfois, hein. Maintenant, il faut avoir la patience d'aller trifouiller dans la boue, je vais dire pendant des heures, pour espérer trouver quelque chose. Donc voilà. Ça fait Thalasso au passage, mais c'est super. Bah, tu crois, parce que j'imagine qu'ils portent quand même des gants pour fouiller. Enfin, je veux dire, elles sont quand même équipées. Enfin, moi, je serais quand même équipée, parce que bon, tu ne trouves pas que des choses sympas dans ta boue. Tu m'as donné envie d'aller voir les articles. Bah, écoute, je me dis, tiens, pour la prochaine fois que je vais à Londres, tiens, pourquoi pas, j'essaierai de trouver une activité. Ça pourrait être différent. Voilà, c'est quelque chose de différent à réaliser. Et donc, je m'éloigne un peu, hein, mais voilà. Donc, On digresse. voilà, pour pour en revenir à Caroline, elle va se prêter au jeu. Elle va se dire pourquoi pas. Elle est à Londres seule, donc elle avait prévu certaines activités, mais elle va se laisser, voilà, elle va se laisser séduire par l'idée, plutôt que d'aller se saouler au pub, hein. Donc elle préfère donc suivre donc le guide atypique.
Et donc, je pense qu'il n'y a pas de grande surprise, où le lecteur, où le futur lecteur va s'en douter. Elle va retrouver une fiole qui provient de la boutique de Nella. Et donc, à partir de là, on peut se demander quel est le lien entre Caroline et Nella. Que va-t-il se passer entre Nella et Lisa? Parce que je ne vais pas tout raconter non plus, ce serait dommage. Comme à chaque fois, j'essaie de bien mettre de donner le tableau, de donner le décor, l'envers du décor, de donner envie et de ne jamais aller trop loin. Donc, à découvrir, je pense, il y a plein de choses. Moi, c'est en tout cas une lecture qui m'a beaucoup plu. Et voilà, et que je conseille vivement. Et puis tu n'es pas la seule. Regarde, Gwen nous dit « Ah oui, couverture sublime ». Fanny, j'aime bien le titre du livre. Émilie nous dit « J'ai aussi été attirée par le livre. Il est dans ma palle et bientôt en lecture. » Qui j'ai oublié Déby. Ce livre est dans ma wishlist depuis pas mal de temps. Et comme quoi ça réapparaît comme de la vase dans laquelle il y aurait un objet. Attraction Duty dit bon je vais le rajouter à ma palle de mai du coup. Vous savez bien ici on ne vous donne pas du tout envie d'acheter des livres et ça va être la fête des mères, c'est pas faux. Ça va servir d'excuse. Bah oui, bien vu Attraction, bien vu. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc très chouette livre, très chouette couverture, très chouette titre, historique, avec plusieurs temporalités. Et tout ça, ça me fait rêver, ça me donne envie. À votre avis, est-ce que c'est cette couverture-là? Moi, je dirais que c'est celle-là, mais bon, après, on verra. On va voir les autres. Oui. Quelque chose à ajouter sur ce livre de Sarah Pell? Ah non, je pensais que tu allais mettre déjà le deuxième visu, donc tu peux te lancer le deuxième visu. Moi, j'étais en train de lire best-seller du New York Times, donc je me dis, ça a l'air pas mal, et Faubourg Marigny, je connaissais pas, pour être honnête. Je me disais, tiens, c'est qui, c'est quoi? Donc je vais aller voir. Mais après, parce que là, je t'écoute religieusement. Religieusement, oui. Non. Non. Le deuxième, disais-tu? Écoute, avec plaisir. Oui. La sorcière de Limbricht. Oui, de Susan Smith, avec une maison d'édition que j'aime beaucoup. Je pense que j'en propose souvent ou que je vais souvent en proposer, donc les éditions Charleston, qui sont spécialisées dans les romances justement historiques, dans les romans de sororité, comme ils disent. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Alors ici, ce qui me plaît dans l'histoire... Les aïeux, c'est sur la sorcière de Limbricht, c'est ça? De Susan Smith? Oui. Moi, je disais oui, alors c'est les éditions Charleston. Oui, c'est leur collection des ailleurs, mais parce que donc ce n'est pas une auteure française, c'est une auteure hollandaise qui est journaliste, Susan Smith. Et je pense que c'est pour ça. Enfin, j'ai pas fait de plus ample recherche, mais j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont mis dans la collection ailleurs. Mais ça fait bien partie des éditions Charleston. C'est le Coraline qui nous écoute depuis un train. Alors, ça ne faut pas passer sous un tunnel. Ça ne faudrait pas que tu parles. Non. Salut. Bon voyage aussi à toi alors. Et merci d'être là. Alors, donc l'histoire se passe donc à Limbricht, puisque Limbricht est une ville aux Pays-Bas. Alors, j'ai fait des recherches parce que donc l'histoire se passe en juillet 1774 et étant donné que les Néerlandais ont été aussi espagnols, je ne savais pas très bien au niveau de l'histoire où ça se situait. Bon, c'est pas très grave, c'est juste que moi ça m'intéresse, je veux dire, le côté historique. Donc, je fais des recherches et apparemment, juste quelques décennies plus tôt, ils étaient toujours espagnols, mais ils sont arrivés à les foutre dehors juste à ce moment, juste au début du XVIIe siècle. Et donc là, ici, on est plutôt vers la fin. Parce que j'hésitais à dire que c'était, en fait, la ville était, de toute façon, elle est actuellement aux Pays-Bas. Voilà, c'était juste pour ça. J'aime bien pousser un peu les recherches aussi de temps en temps. C'est pas toujours, voilà, quand je lis, je vais toujours aussi regarder quand on parle d'un lieu ou si ça existe réellement ou si c'est, voilà, si ça a visité pour avoir aussi des images et donner envie de voyager. Et dans le chat, vous faites ça aussi, vous? Ça m'intéresse. Est-ce que quand vous êtes en train de lire, vous allez chercher les lieux ou ce qui est en train de se dire ou des faits historiques qui pourraient se relier à ce que vous êtes en train de lire? Est-ce que vous êtes des Sherlock Holmes quand vous êtes en train de lire? Ça m'intéresse. Dites-nous dans le chat.
pendant que tu nous présentes ce livre. Donc oui, alors je suis désolée pour la prononciation parce que c'est des noms donc néerlandais. Donc comment je vais dire, le personnage principal est une femme donc de 74 ans qui est veuve et donc son nom c'est alors Endjen Leuten. Donc je suis certaine que je suis en train de de massacrer le prénom et le nom de cette dame. Donc voilà. Donc elle est accusée de sorcellerie et de magie noire, hein, comme le titre du roman l'indique. Alors, c'est basé sur des histoires vraies, sur des faits historiques. Le roman, c'est pas, je ne sais pas si cette dame-là a réellement existé, mais en tout cas, j'ai lu juste avant de commencer la lecture que c'était basé sur des faits réels. De toute façon, puisqu'il y a eu une réelle chasse aux sorcières, tu me diras, mais voilà. Alors, on la suit. Alors, je vais pas jusqu'à dire qu'il y a une double temporalité dans le roman, mais donc le roman commence, elle se fait arrêter. Elle se fait arrêter sur ordre du bailli pour on l'accuse de sorcellerie et de magie noire. Et donc on va la suivre en fait dans son parcours. Donc elle va être emmenée au cachot. Et donc on la suit à partir de ce moment-là dans son présent. Et il y aura des flashbacks pour raconter un peu son histoire et donc pour qu'on en arrive et à comprendre pourquoi elle a été arrêtée. Puisqu'il y a plusieurs faits en fait qui lui sont reprochés au fil des années et du temps. Et donc on comprendra donc pourquoi petit à petit avec la lecture. Donc ici, en plus, je vais dire par là, par rapport à toute cette chasse aux sorcières, c'est une femme qui gêne. C'est une femme qui refuse de se taire, donc qui s'impose. Donc elle est mariée, hein, mais voilà que quand son mari ne gère pas bien ou ne négocie pas bien les stocks qu'elles ont, donc ils ont des potagers, ils vendent un peu le fruit de leur récolte. C'est elle qui négocie, c'est elle qui part négocier quand elle n'est pas contente du prix. Donc c'est elle qui tape un peu des coups de poing sur la table pour que les choses bougent. Et bon, à cette époque-là, on peut imaginer que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est une femme qui ose prendre la parole aussi en public. Ça gêne dans une époque où on croit bêtement à des faits qui ne sont complètement... ça nous paraît con, nous, à notre époque, mais il faut se remettre sans doute dans un contexte justement historique où les gens n'étaient pas éduqués, où les gens allaient à l'église et croyaient donc tout ce que les prêtres racontaient à cette époque-là. Et donc, je vais dire, les gens sont assez crédules, quoi, finalement. Et quand je lis un peu les histoires, les faits qu'on lui reproche, juste pour en donner un, donc le voisin l'appelle parce que sa vache est malade. Elle lui dit simplement que sa vache, en fait, est vieille et qu'elle va décéder. Mais il lui accuse d'avoir aussi ensorcelé l'autre vache qui se trouvait non loin de là. Et en fait, quand elle explique aussi une femme qui est guérisseuse, donc ça rejoint un peu ma première lecture finalement. Guérisseuse aussi, qui connaît un peu l'usage des plantes et voilà, qui pense pouvoir apporter de l'aide aux gens et qui finalement se retrouve injustement accusée de sorcellerie. Alors oui, les gens ne vont pas comprendre, les paysans ne comprendront pas pourquoi ces récoltes à elle sont plus fructueuses. Elle a plus de récoltes que d'autres. C'est tout simplement parce que avec les conseils que lui a prodigués sa grand-mère par rapport à l'usage des plantes, justement, et de son émerveillement et sa curiosité par rapport à la nature, elle arrive donc à avoir de meilleures récoltes que d'autres. Donc voilà, tous des trucs et astuces, comme on dit, ou chez nous, hein, tu sais que par rapport au calendrier lunaire, il faut planter à certaines dates. Je vais dire ce qu'on entend des vieux, mais ça reste valable et ça reste bon. Donc elle est accusée de tout ça, en fait, parce qu'à cette époque-là, voilà, une femme qui a ces connaissances-là, ça ne plaît pas trop aux hommes, hein, donc il faut le faire taire. Et elle a je dirais, la caricature type de ce qu'on se fait des sorcières, hein, veuve avec, voilà, peau ridée, cheveux blancs, veuve par-dessus le marché. On n'a pas besoin des hommes pour vivre, hein, pour se faire entendre. Donc ça gêne, ça choque et il faut faire taire ces femmes-là. Et donc voilà, et donc c'est assez choquant finalement de trouver toutes ces injustices. Je ressens toujours un peu beaucoup d'injustice par rapport à la lecture que j'ai eue parce que voilà, c'est complètement encore une fois con.
les accusations qui lui sont reprochées, et ça ne fait aucun sens. Mais bon, encore une fois, nous, on lit avec nos connaissances dans notre monde actuel. Bon, j'imagine qu'à cette époque-là, je ne sais pas si j'aurais été crédule ou pas, si j'aurais cru ce qu'on pouvait me raconter à l'église. Peut-être que oui, ou peut-être que non, hein, je ne sais pas. Et donc voilà, et en dernier point, pour achever sur cette lecture-là, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelques mois, j'avais présenté aussi Sorcière de Mona Chollet, oui. Qui était un essai. Et évidemment, je fais des rapprochements avec ce qui est raconté, puisque Mona Chollet, elle situait son histoire, elle commençait justement avec cette idée de femme du voile guérisseuse qui était injustement accusée de sorcellerie, pour traverser un peu toute l'histoire des femmes. Bon, ici, c'est un peu le même début. C'était le début, et donc ça s'entrecoupe un petit peu avec ce que j'ai lu actuellement. Voilà, ce que je viens de lire. Donc voilà. En fait, quand il y a le mot sorcière, régulièrement, ça arrive sur ta table de chevet. Hein. J'ai l'impression, tu aimes bien. Ça fait évidemment réagir. Donc, en gros, c'est pas trop cool d'avoir la main verte à cette époque-là. Oui, ben non, apparemment. Voilà, Alors que, mais maintenant, moi, ça m'a poussé, tu vois, j'aimerais bien maintenant lire quelque chose, et je me suis dit, mais tiens, si effectivement, je pense qu'on est trop maintenant conditionné avec des produits chimiques, et je me dis, tiens, il faudrait vraiment qu'on se pas se réapproprie la nature, mais qu'on utilise ce qu'elle a à nous offrir, puisque tout se trouve dans la nature pour nous guérir, en fait. Hein. Il faut juste connaître bien l'usage de chaque fruit, de chaque plante. Je suis un peu attirée par ce genre de connaissances en ce moment aussi. Oui. Et alors, ça c'est le gars qui écrit des thrillers qui parlent, mais tout se trouve dans la nature pour tuer quelqu'un aussi. Ça, c'est pas merveilleux. En fait, tout se trouve dans la nature tout court. Et c'est très très beau. Je lis vite vos messages parce que évidemment vous avez réagi à la question. Comme ça, toi aussi, tu sais, c'est intéressant. Tu ne seras pas seul. Attraction nous dit pas pendant la lecture, mais après, oui. Donc j'imagine tu prends des notes. Alors peut-être pendant la lecture avec des questions et des choses à creuser. Émilie, pas tout le temps, mais oui, faire des recherches, c'est toujours très intéressant. Je suis assez d'accord. Fanny nous dit quand ce sont des livres historiques, oui, je vais faire des recherches sur internet. Moi aussi je fais des recherches, nous dit Coraline depuis le train. Ça me fait rire. Pardon, mais ça me fait rire. C'est tellement bien. Parce qu'en fait, vous pouvez écouter cette émission partout. Et je sais qu'il y en a qui l'ont fait dans le bain, dans le train, tout ce qui finit en 1. C'est très chouette. Kiko, maintenant je demande à ChatGPT, c'est plus rapide. Mais bien sûr, ça m'arrive de faire des recherches aussi pendant les lectures. L'almanach du jardinier, oui, c'est un peu ça. Alors, Attraction Duty. Mais du coup, ce n'est pas vraiment sur un livre de sorcière comme on l'entend souvent, mais plutôt sur les vraies, entre guillemets, sorcières, si elle peut formuler de la sorte. C'est un peu les sorcières du quotidien. Par exemple, avec une lessive qui lave plus blanc que la lessive du voisin. Ça aurait pu faire la même chose. Je crois que c'est dans les Simpsons. J'ai besoin de spécialistes des Simpsons. J'ai un vieux souvenir, je crois que c'est un épisode Halloween des Simpsons, où il y a un truc de sorcière parce que le linge est lavé plus blanc chez les voisins. Je crois. Je me trompe peut-être. Mais là, ici aussi, peut-être que je n'ai pas assez insisté, mais on parle aussi surtout de... Donc, elle est mise au cachot, il y aura son procès, et on décrit un peu le procès, comment il est mené. La défense, qui en gros... soit je ne vais pas trop raconter, mais bon voilà, c'est pas des procès qui se passent de manière très juste, et donc voilà, et les procès, les tortures aussi auxquelles elle va avoir droit, si je peux le dire ainsi. Et ouais, donc voilà, donc c'est pas toujours très drôle à lire, mais je trouvais que c'était un témoignage. Comment on va dire, convaincant, voilà, un témoignage convaincant, malgré que c'est une romance, mais je trouve que dans les romances, c'est ce qui me plaît plus quand je veux apprendre des faits historiques, ou quand j'en veux en savoir un peu plus sur une période, c'est les romances qui me plaisent le plus, parce que c'est beaucoup plus facile à lire et plus sympa que des livres d'histoire, voilà. Et je vous mets un petit message parce que je sais que ça va en intéresser plus d'un. On n'arrête pas le progrès, donc j'ai testé des... Là, c'est de la haute technologie. Petit message de Kiko.
pour celles et ceux qui sont du côté du sud de la Belgique ou qui aiment rouler en voiture, ou qui sont en train dans ce coin-là, qui aiment l'histoire et les procès pour sorcellerie. Ben dans mon village, on a une balade didactique avec des panneaux qui racontent l'histoire des 4 sœurs ayant été mises au bûcher dans les années 1600. Kiko, tu peux nous rappeler le nom peut-être du village? Comment je retire ce truc moi maintenant? Je peux le retirer. Bref, on va essayer de retirer mon magnifique message. Mais oui, c'est vrai que... Est-ce que tu ferais la balade des 4 sœurs? Oui, je suis en train d'attendre le nom du village de Kiko là pour, pour le faire, pour le noter, tiens. Alors c'est Grupont. Ah, c'est à Grupont même, mais je pensais que c'était dans les alentours. C'est à côté de chez mes parents, tiens. Voilà. J'ai réussi à retirer le message. Je vois que le temps avance. On a encore un petit conseil. Hein. Un dernier. Un petit dernier. La villa, avant de passer à l'étrange demeure de Kelly IM, eh bien, la villa aux étoffes. Dan Jacobs. Dan Jacobs. Encore les éditions Charleston, hein, quand je dis quand je dis que j'aime beaucoup, voilà. Donc ici, donc c'est une saga littéraire. Je viens de voir que, et je suis vraiment en retard parce que je n'ai lu que le premier, et pourtant j'aime beaucoup. Je viens de voir qu'en fait le 6e tome allait bientôt paraître. Et donc je me dis, ben j'ai beaucoup à rattraper, mais donc pour raconter l'histoire de la villa aux étoffes, donc c'est pour, je conseille cette lecture à tous les amoureux de Downton Abbey, puisque c'est un peu basé sur le même concept. Sauf que ça se passe dans l'Allemagne avant la Première Guerre. On va suivre la famille donc des Melzer, qui est une riche famille d'industriels. Hein, ils sont dans le tissu, dans le textile. Et donc on va surtout le personnage central s'appelle Marie, et Marie va commencer, c'est une jeune orpheline, elle commencera comme jeune fille à la cuisine, enfin comme une fille de cuisine, pour gravir petit à petit les échelons, parce qu'elle est loin d'être bête, et puis elle attire la sympathie des filles héritières donc, du domaine. Et donc oui, comme je disais, donc on va se retrouver donc, dans une saga littéraire avec tous les ingrédients, ça va très bien marcher, avec de la jalousie, des trahisons, voilà, des scènes, comment je vais dire, des scènes romantiques, tout ce qu'il faut, voilà, tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et alors, toujours pour le petit clin d'œil à Downton Abbey, qui au passage c'est une de mes séries préférées. Donc on suit aussi les servants, la vie des servants d'un côté, et la vie des aristos, ou ici du moins de la famille riche des Melzer en Allemagne. Et donc c'est l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale, donc on commence à sentir aussi toujours le côté historique, hein, comme c'est le thème un peu du jour. On commence à ressentir aussi les effets menaçants d'une guerre qui approche, hein, comme ça se situe en 1913. Et le premier tome se termine juste avant la Première Guerre mondiale. Et donc voilà, c'est sympa à lire, c'est plaisant, c'est une lecture c'est une lecture de saison, je trouve. Voilà, une lecture printanière, estivale, qui est facile à lire, qui a cette trame, voilà, comme dans les sagas ou comme dans les séries, qui font appel. Donc c'est beaucoup plus léger que ce que j'ai proposé en début de soirée, hein, mais il faut un peu de légèreté aussi. Voilà. Un peu de légèreté. Et puis Émilie nous dit excellent ce livre et cette saga. Maintenant je suis chaud, je mets tous vos messages. Je suis parti. Dites-moi si vous aimez bien ça. Bonsoir, Mamie Bébête, bienvenue. Salut Thibaut, bienvenue. Et vous êtes très nombreux à nous rejoindre. Ça fait plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi ici. On est avec la Comtesse ce livre, avec 3 conseils. Et là, c'est déjà le dernier, parce que le temps passe beaucoup trop vite. La Villa aux étoffes, donc une saga. Il y a combien de livres en tout? On demande, pardon si tu l'as dit. 6. Le 6e va bientôt sortir. Donc, et alors on traverse un peu les époques. Donc le 2e tome, ici j'ai noté, il se passe en pleine Première Guerre mondiale.
Le troisième, par exemple, c'est juste après la guerre, donc vers 1920. Le quatrième, on est au début des années 30. Le cinquième, milieu des années 30. Et alors, le tome 6, apparemment, c'est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Mais comme j'ai dit, il va falloir que je carbure pour rattraper mon retard dans la série, dans la saga. Mais en tout cas, ça t'a donné envie, parce que tu nous dis, une fois qu'on commence... On a envie de savoir ce qui se passe, hein. On a envie de connaître... c'est comme quand tu commences une série télévisée, justement, où tu vois qu'il y a un couple qui est en train de se former, tu as envie de savoir s'ils vont terminer ensemble ou pas. Ou mourir. Ou mourir ensemble, ou tiens, s'il ne va pas y avoir des trahisons, s'ils ne vont pas se retrouver finalement avec quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, c'est tout ça. Voilà. Un peu mielleux, un peu mièvre peut-être, mais moi, ça me plaît aussi. Voilà. Et apparemment, ce qui vous plaît aussi, c'est quand on met des messages en avant sur l'écran. Bah écoutez, parfait. C'est un petit système. On est en train de tester des choses. Je vous le disais, on améliore toutes les semaines. Hein. Donc on est avec Kiko au four, au moulin, partout. On essaye d'améliorer, donc ça vous plaît. Tant mieux. Alors, il nous reste 2 minutes. Fanny nous dit, je pense effectivement que la couverture que Frédéric trouve belle, c'est celle du premier livre. Il vous reste 1 minute avant que je vous dise le résultat. Je peux vous les remontrer. Donc on avait la villa aux étoffes que vous voyez. On avait la sorcière de Limbricht, avec mon plus bel accent hollandais. Et je pense qu'on va éliminer celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mon délire, j'avoue. Mais par contre, c'est au niveau visuel, hein, je précise, je parle qu'au niveau visuel. Par contre, je crois que c'est intelligent parce que ça attire le regard et donc c'est différent. Et donc pourquoi pas, au niveau marketing. Mais perso, c'est vrai que celui-là, allez, on l'oublie. Et puis, la petite boutique au poison. Ouais, qui vote pour éliminer le précédent aussi, oui. Eh bien, entre la petite boutique au poison et la villa, avec cette couve printanière, eh bien, je suis d'humeur au poison, évidemment. La vie. Ouais, les couleurs très très belles, volutes de fumée comme ça. Je trouve la typo du titre est très très chouette, avec cette fiole. Vraiment très très belle couverture. Très très belle. Dès que j'ai vu le visuel, quand tu me l'as envoyé, je me suis dit, ah, ça... J'ai envie, comme quoi parfois les couvertures. Est-ce que tu as encore un petit mot à nous dire pour conclure ton passage? C'est passé très très vite, j'ai l'impression. On était très nombreux, oui, ça fait plaisir. Voilà, comme toujours. Et non, par rapport à la couverture, là, j'étais en train de me dire, ça va l'intéresser pour certainement tuer quelqu'un en poison à un moment donné dans un de ses livres. Donc, voilà. Oui. Ça me fait aussi penser au magasin des suicides de Jean Telet, cette typo un petit peu, voilà. Ça donne envie à Kiko de faire des photos et ça c'est une très bonne nouvelle. J'en profite moi pour donner le petit mot de la fin avant d'accueillir Kelly qui nous a rejoint. Salut. Un petit mot pour dire que... Mais oui, mais déjà, c'est important, on peut te retrouver sur Instagram. Je ne le dis pas assez et je me le dis chaque fois quand je réécoute, mais en fait, bah là, tu es là avec nous une fois par mois pour donner 3-4 conseils. Mais en fait, on peut te suivre sur Instagram. C'est très très bien. Le robot vous donne le lien. Brave robot. Je suis sûr que... Ah, mais c'est vrai qu'on peut mettre en avant. Mais c'est excellent comme idée, ça. Ah, qu'est-ce que tu as alors retrouvé? Ah, parfait. La comtesse le lien. Ah, bah voilà. Tu vois, bien ça comme ça. Non, dites, parfait. Est-ce qu'on n'arrête pas la technologie quand même? C'est beau. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la comtesse livre sur Instagram parce que tout au long de la semaine, des mois, vous aurez plein d'autres conseils. Elle lit plein de choses, des choses très différentes. Il y a beaucoup de sorcières. Non, je déconne. Il y a des sorcières, mais... Le deuxième. C'est vrai. Mais c'est pour te charrier un peu, j'avoue. Voilà. Moi, s'il y avait chaque fois des inspecteurs alcooliques, tu sais, on pourrait aussi dire. Donc voilà, plein de choses différentes. C'est très très chouette et donc n'hésitez pas. C'est important aussi. Donc voilà, juste pour terminer, donc pour le mois prochain, je propose donc une spéciale Lucinda Riley, donc Lucinda Riley qui a écrit la saga des 7 sœurs, puisqu'on va enfin connaître le dénouement de la saga.
aussi de cette sœur, et enfin découvrir qui est vraiment pas Salt, donc le père adoptif de cette sœur, justement. Et donc, j'ai vraiment hâte de lire aussi ce roman qui paraîtra le 11 mai. Donc, je me laisse 2 semaines pour le lire. Ça va aller très, très vite. Qui, à mon avis, ça va être une brique de 1000 pages. Mais, mais voilà. Donc, et je laisse la place. Donc, merci donc, pour encore une fois pour l'invitation, Fred. Avec grand plaisir. On se retrouve donc dans un mois. Et je laisse la place donc à Kelly qui présentera son roman. Donc, belle soirée à tout le monde. Très, très, très Voilà. belle soirée. Merci pour tous ces Merci. conseils.